Nations Unies ak Union Européenne mettent tête yo ensemble pour célébrer Journée internationale droit moun année ça. Vous savez, le combat pour les droits de l'homme n'est pas un combat qui est gagné. Si vous prenez un peu la déclaration du haut-commissaire aux droits de l'homme, M. Zeid, qui a été fait, cette déclaration qui a été faite en marge de cette journée, on fait état de ce qu'il y a l'incertitude qui gagne les peuples, les nations. Nous avons de plus en plus des ponts qui s'érigent, des propos de haine, des propos de discrimination qui s'observent. Alors on pense aujourd'hui quand même qu'il faudrait arriver à faire l'effort pour tous les acteurs, pas seulement des États, mais qui sont considérés comme étant les détenteurs d'obligations, mais aussi des titulaires de droits, les citoyens, les particuliers, les organisations de la société civile, pour qu'ensemble, chacun, dans les petits actes qui sont posés ici et là, puisse constituer, si vous voulez, collégialement des actes qui arrivent à freiner ces dérives totalitaires que nous observons aujourd'hui. En effet, le slogan arrêté cette année, c'est « Défendre les droits de quelqu'un aujourd'hui ». On dirait dès aujourd'hui. Parce qu'on arrive à croire que le respect des droits de l'homme, c'est seulement d'autres personnes qui doivent le faire. Si nous prenons un peu les instruments internationaux des droits de l'homme qui sont ratifiés par l'État, ou les conventions internationales ou autres, c'est que l'entité qui ratifie ça, c'est l'État. Donc la responsabilité première incombe à l'État dans le sens du respect, de la protection et de la mise en œuvre de ces instruments. Mais c'est vrai que s'il y a des violations des droits de l'homme, on se tourne vers l'État en disant qu'il n'a pas pris les dispositions utiles pour que ces droits soient respectés. Mais sauf qu'aujourd'hui, on se dit les droits de l'homme, les violations des droits de l'homme sont commises d'abord par action et par omission. Donc, et les violations sont en grande partie nourries par l'ignorance ou la non-information. Si des gens n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas des fois, de manière inconsciente, ils voient leurs droits violés ou bien n'arrivent pas à prendre action, des actions correctives pour que ces droits puissent être corrigés. Donc, ce thème est révélateur et oblige chacun d'entre nous, pas seulement, comme je viens de le dire, les détenteurs d'obligations, qui sont l'État et ses démembrements, mais aussi les titulaires de droits, chacun à ce qui le concerne pour que ces droits soient respectés. Vous avez connaissance d'une femme qui a été violée ou qui fait l'objet de harcèlement. Donc, vous avez l'information, vous devez faire en sorte à ce que, peut-être, vous écoutez cette personne en faisant en sorte que la confidentialité soit respectée. Et si vous avez des éléments à votre niveau qui prouvent que cette personne se trouve dans une situation, vous comprenez un peu d'intimidation, de harcèlement et autres, c'est de pouvoir l'orienter vers les mécanismes en place qui puissent lui apporter une réponse, notamment vers les autorités policières pour qu'une plainte soit déposée et éventuellement après vers les autorités judiciaires pour que justice puisse être rendue. Ça, c'est le cas. Donc, nous avons, comme on le dit, puisque c'est la journée, vous savez, nous disons, prenons un peu l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que personne ne doit faire l'objet de discrimination. Et cette discrimination, que ce soit fondée sur le sexe, sur la race, l'origine et autres. Et de nos jours, nous dirons même fondée sur l'orientation sexuelle. Parce que dans la déclaration du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, cette préoccupation ressort. En fait, ce que nous appelons aujourd'hui les personnes LGBTI, qui sont là, qui disent nous faisons l'objet de discrimination, de violence pour ce que nous sommes, pour notre orientation sexuelle. Nous devons faire en sorte qu'un cadre propice, dégagé de la peur, puisse être offert à ces personnes et qui continuent à vivre leur vie de tous les jours.
Il a fait un certain nombre de constats et pour lui, les grandes priorités qu'il a pu sortir sur Haïti tournent autour de 5. Et parmi ces 5, disons que la première, c'est la question de la surpopulation carcérale dans les prisons. Alors, pour votre information, le taux d'occupation aujourd'hui dans les prisons est de 643%. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire 6 personnes occupent la place qu'une personne devrait occuper. Ça veut dire quelque part, il y a une inquiétude. Il a mis en exergue un élément important lors de son dernier voyage ici en octobre. Il a trouvé quand même qu'il a salué l'effort des autorités après la construction de 2 prisons, la prison des femmes à Cabaret et celle des hommes à Fort-Liberté 2. Toutefois, il pense qu'il y a des efforts doivent continuer à être faits pour que les conditions de détention de manière générale puissent s'améliorer. Et c'est vrai que c'est une des préoccupations que nous partageons. Nous pensons que les autorités doivent travailler là-dessus. D'ailleurs, pour votre information, les autorités haïtiennes, à travers l'ancien ministre de la Justice, a constaté, tout comme l'expert a constaté, que les conditions dans les prisons aujourd'hui s'apparentent à ce que nous pourrions qualifier de traitement cruel, inhumain et dégradant. Donc ça veut dire qu'il faudrait arriver à travailler là-dessus fondamentalement pour que les droits des détenus puissent être respectés dans leur plénitude. Et le deuxième point que je partage aussi avec vous, en termes de préoccupation que l'expert indépendant a relevé, que nous partageons également au niveau de la section droits de l'homme sur laquelle on travaille, c'est la question de l'impunité. Alors, il pense aujourd'hui qu'il y a lieu, l'expert indépendant, de créer une commission vérité et justice pour faire la lumière sur les violations du passé. C'est vrai que jusqu'alors, la lumière n'a pas été faite et qu'une société apaisée ne peut pas être possible s'il y a encore des interrogations qui se posent sur ces crimes et ces violations des droits de l'homme. Donc, il y a un besoin pour les Haïtiens de pouvoir se retrouver et pouvoir discuter sérieusement de ça pour amorcer le cap. Dans le cadre de cet examen périodique universel, il y a 3 rapports qui sont dus. Il y a un premier rapport qui est la compilation des informations, qui est soumise par l'équipe pays des Nations Unies, qui a été fait. On a bien accompagné dans ce sens-là pour que ce rapport puisse être fait. Il y a un autre rapport qui est une compilation des informations que les organisations de la société civile élaborent, plus l'Institution nationale des droits de l'homme en Haïti. Et dans le cas d'Haïti, c'est l'OPC, l'Office de la protection du citoyen. Ce rapport a été fait. Et le troisième rapport, qui est le rapport national, qui est élaboré par le gouvernement haïtien, qui a été fait. Nous avons apporté également un appui fort au gouvernement, donc aux autorités haïtiennes, pour l'élaboration de ce rapport. Ce qui a été fait, ils sont partis à Genève, où l'examen périodique universel a eu lieu le 7 novembre. Les recommandations ont été émises le 9 novembre. 213 recommandations au total, dans le cas du deuxième EPU, ont été émises. Le gouvernement haïtien a accepté 177 sur les 213, parce que c'est la procédure. 3 ont été notés et 33 ont été rejetés. Donc, disons quand même qu'en termes d'accompagnement, nous sommes dans cette perspective avec eux. Nous avons d'autres appuis que nous apportons, notamment à l'inspection générale de la police nationale et des collaborations aussi avec le Conseil supérieur de police du pouvoir judiciaire. Vous savez, la journée, c'est le 10 décembre qu'on célèbre la journée. Et cette année, exceptionnellement, nous la célébrons le 9. Et c'est une journée qui est co-célébrée avec l'Union européenne. Parce que l'Union européenne a aussi un programme au niveau des droits de l'homme et de la démocratie. Ils ont 3 projets dans le cadre de ce programme et qu'ils ont voulu partager avec la société civile, juste leur permettant de savoir un peu le programme que l'Union européenne a et ce qui, voilà, je crois, leur ouvre cette opportunité de pouvoir voir comment arriver à appliquer pour les projets qui viendront, peut-être qui viendront à mettre à disposition pour. Et le groupe cible, c'est les organisations de la société civile parce que leur rôle dans le renforcement de la démocratie, dans l'affermissement, dans l'épanouissement des droits de l'homme est déterminant et qu'on pense qu'en renforçant leur capacité davantage, ils arriveraient à faire un travail efficace aux côtés de l'État, donc le détenteur d'obligations. Nous voulions tous les deux, donc toutes les deux parties, donc les Nations Unies
et l'Union européenne célébrer cet événement important qui va se dérouler le 9 décembre en honneur ou le jour avant l'anniversaire en tant que tel qui est donc le 10 décembre. Et j'en profite d'ailleurs au nom de mon ambassadeur de l'Union européenne, M. Vincent Desgers, pour remercier aussi les Nations Unies de nous avoir donné la possibilité de nous associer. Ça nous fait très plaisir. Donc nous allons ensemble nous réunir avec un certain nombre d'organisations de la société civile qui sont actives dans le domaine des droits de l'homme pour à la fois, pour ce qui est de l'Union européenne, présenter un certain nombre de projets que nous soutenons, et je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Et aussi, du côté des Nations Unies, il y a une étude qui va être présentée. Et donc, ça va vraiment être l'occasion de réaliser toute une journée de travail. Mais plutôt que de travail, je parlerai d'échanges et de réflexion autour de la question des droits de l'homme en général et en Haïti en particulier. Nous disposons d'un programme qui s'intitule l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme. Donc c'est un instrument financier, un instrument pour soutenir des acteurs et des activités que nous déployons partout dans le monde, puisque évidemment pour l'Union européenne, la défense et la promotion des droits humains est une priorité qui reflète nos valeurs et nos principes et que nous essayons de promouvoir partout au sein de nos pays partenaires, de nos pays amis. Et donc cet instrument-là, effectivement, il a sa déclinaison en Haïti. C'est-à-dire que la façon dont ça fonctionne, c'est que tous les 2 ans, nous lançons un appel à propositions où nous proposons aux acteurs locaux et internationaux de nous faire des propositions sur base de priorités que nous définissons, mais qui s'inscrivent, qui sont en résonance avec les priorités locales en matière de droits de l'homme. Donc nous proposons aux organisations de nous soumettre des appels à propositions qui sont ensuite évalués de façon transparente sur base de critères de qualité, de telle sorte à ce que nous puissions en financer, en soutenir un certain nombre. Alors pour l'illustrer, nous avons en 2014-2015 lancé un appel à propositions, donc sur un montant global d'1 million d'euros, pour lequel nous avons reçu 70 propositions. Donc ça illustre aussi la vitalité et la demande parmi les acteurs haïtiens. Et donc sur ces 70 propositions, nous avons été en mesure d'en soutenir 7, ce qui veut dire 10% des propositions. En réalité, la démocratie et les droits de l'homme vont de pair. Alors, vont de pair avec l'état de droit. Je dirais que c'est les 3 socles, ce sont les socles véritablement de l'état de droit. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans droits de l'homme. Et la démocratie et les droits de l'homme nous permettent, en tant que société, où que nous nous trouvions, de créer, de consolider, de renforcer un état de droit, c'est-à-dire un état qui protège tous ses citoyens et qui traite tous ses citoyens de la même façon. Par exemple, si on pense aux conditions de détention, en général à la détention provisoire prolongée, lorsqu'on pense aux droits des enfants, lorsqu'on pense à la lutte contre la violence faite aux femmes, ce sont là autant de questions effectivement qui font partie de la réalité de la société haïtienne, pour laquelle l'État haïtien est mobilisé, pour laquelle les acteurs de la société civile haïtienne sont mobilisés, et nous, de façon, je dirais, modeste, mais résolue, nous souhaitons effectivement appuyer ces acteurs-là pour rencontrer ces priorités qui nous semblent importantes, ici en Haïti, mais partout dans le monde. La démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme offrent les meilleures conditions possibles au changement et au progrès social et économique. Parce que, encore une fois, il faut articuler, il faut lier droits de l'homme, démocratie avec l'état de droit. L'état de droit, ça veut dire aussi donc le respect de la loi par et pour tous, ce qui veut dire aussi que ça donne une stabilité, ça concourt, ça consolide la stabilité politique,
Ce qui est très important aussi pour les activités économiques, par exemple, parce que les investisseurs qui vont venir ou qui veulent venir en Haïti, ils ont besoin de stabilité politique. Ils ont besoin de stabilité juridique. Donc, si vous voulez, tous ces éléments-là, effectivement, sont liés. Donc, il n'y a pas de développement sans démocratie. Et la démocratie, l'état de droit peuvent permettre le développement, en effet. Ou qu'à suivre nous sur Facebook, Twitter et YouTube.